Et du coup, moi, pendant de nombreuses années, ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des résistances et de ne pas vouloir connecter à ce qui est vivant, justement, ce qui veut en fait sortir, ce qui a envie de s'exprimer. Et pour quelle raison ça nous arrive en fait? Et comment faire en fait justement pour dépasser ça? C'est une question que je me pose souvent. Hein? Je n'ai pas une réponse définitive à tout ça. Pourquoi l'être humain peut résister à ce qui est bon pour lui? Ça fait partie de nos mécanismes de protection, de nos mécanismes de sabotage, l'ego, qu'on parle un peu à tort et à travers. Hein. L'ego, c'est la partie de nous qui nous protège. Mais parfois, cette protection peut nous faire aussi passer à côté de la vie et de certaines choses. Donc, dans ton cas, l'ego va te dire, écoute Paulina, la dernière fois que tu as fait un stage d'Anna, tu as vécu une émotion super intense. Après, c'était bien, mais pendant que tu la vivais, c'était intense, ok? Si tu fais à nouveau le stage, tu vas la ressentir, etc. Et donc, il y a une partie de toi qui dit, waouh, c'est vrai, ça a été intense, etc. Et il va te protéger de vivre ces 10-15 minutes d'intensité qui vont par la suite te libérer, tu vois. Donc, c'est parfois des peurs qui sont un petit peu irrationnels et illogiques en fait, mais ils sont là et pour moi, nous avons besoin de les accueillir et je te dis, c'est tout là de s'écouter. C'est-à-dire, ok, peut-être je vais faire les tâches, mais peut-être je vais prendre plus soin de moi, ou je vais me mettre à amener un thé chaud, comme ça. C'est parfois des petits détails qui vont faire la différence, parce que, ou justement, s'écouter et dire, ok, j'ai peur, j'avoue que j'ai peur, et tu parles à cette partie qui essaie de te protéger, à cette partie protectrice, et tu dis, ok, je sais que tu as peur, je sais que nous avons peur, et je te promets, tu peux aussi ressentir le besoin, je te promets que je vais être douce avec moi, ou je vais faire cet exercice avec je ne sais pas qui, que je me sens en sécurité, etc. Tu vois? Donc accueillir en fait, trouver des stratégies pour rassurer cette partie qui a peur ou qui n'a pas envie d'y aller en fait. Et tu as aussi une phrase intéressante, je ne me rappelle plus exactement, c'est d'habitude, ou la plupart du temps, je n'ose pas. Oui, il y a une partie, en fait, c'est que cette phrase ne m'appartient pas, hein, je le dis. D'accord. Mais c'est quand tu veux faire quelque chose, de dire à cette partie qui est pour écoute, exceptionnellement, je vais me donner la permission cet après-midi à 14 heures de faire ça. C'est la seule fois, hein, aujourd'hui. Exceptionnellement. Et voilà, il y a une ouverture qui se fait à ce moment, parce que si tu le dis à l'ego, ok, à partir d'aujourd'hui, on va faire confiance et on va s'ouvrir, et là c'est panique. Radical, oui. Ça marche pas forcément. Et du coup, je voulais parler de la vulnérabilité aussi, parce que les émotions, ça me fait penser tout de suite à la vulnérabilité, pouvoir s'exposer, oser exprimer ce qu'on ressent. Et c'est quoi la vulnérabilité et comment... est-ce que c'est une force ou plutôt une faiblesse? Comment toi tu le perçois? Moi, je le perçois sans hésiter comme une force. Et pendant des années, en fait, on a vu la vulnérabilité dans notre société, et je crois que pour beaucoup de personnes encore, c'est une faiblesse. Et je ne sais pas si tu as fait l'expérience, moi je l'ai fait plusieurs fois, de pleurer dans la rue, ou de oser exposer tes émotions devant un groupe ou devant une personne, oser dire ce que tu as profondément là-dedans, ça fait énormément peur pour la plupart des gens. Voir une personne dans la rue, et les gens te regardent comme waouh, qu'est-ce qu'elle a, hein? Et moi, je n'ai plus peur des émotions. Je n'ai plus peur de mes émotions, et je n'ai plus peur des émotions de l'autre, je n'ai plus peur des émotions de mes enfants. Et moi, je crois que c'est une bénédiction et un grand espace, en fait,
qu'on ouvre en soi et chez les autres, qu'on accueille cette vulnérabilité. En plus, c'est beau qu'on déballe son cœur, qu'on parle avec son cœur, qu'on pleure avec son cœur, et que oui, on est nu quelque part devant l'autre parce qu'on s'est exposé. Mais j'ai remarqué aussi que quand on ose être vulnérable, rarement, hein, ça peut arriver, l'autre va profiter de cette vulnérabilité. Quand quelqu'un est vulnérable, il y a quelque chose en nous, la humanité en nous, il y a quelque chose il y a une force de bienveillance qui se réveille et qui dit non, là je ne peux pas aller. Il y a des gens qui sont tellement coupés d'eux-mêmes qu'ils ne vont pas avoir ce respect vis-à-vis de la vulnérabilité de l'autre. Tu vois qu'on est capable de faire du mal aux enfants, etc., certaines personnes. Mais pour la plupart des gens, cette vulnérabilité, je pense que nous allons de plus en plus là-dedans, vers une espèce de vérité en nous qui pour moi est essentielle. Je pense qu'une partie de l'état du monde aujourd'hui, c'est parce que nous nous avons coupé de cette vulnérabilité, de cette beauté qu'il y a en nous, en fait. Et c'est très intéressant, et ça me fait penser aussi à deux choses. Première chose, c'est quand on se connecte à soi-même, à ce qu'on ressent, je pense qu'on ne peut pas vraiment faire du mal. En fait, je pense que c'est moins... on n'est pas parfait, ça n'arrivera pas, mais en tout cas, je pense que du coup, il y a l'empathie qui se crée aussi vers l'autre, quelque part, vers nous-mêmes et vers l'autre, il y a une forme de compassion, et je pense que c'est comme un frein avant de faire des actions qui peuvent être néfastes pour les autres. J'ai l'impression que c'est un peu... Comme je te dis, ça dépend des blessures qu'on a aussi, mais il y a une tendance. Il y a une tendance à respecter la vulnérabilité de l'autre. Oui, et ça me fait penser aussi à Brené Brown, qui a travaillé sur la vulnérabilité. Et je savais qu'elle existait, mais c'est que maintenant que ça m'a vraiment intéressée, que je regardais son TEDx. Et ça m'a scotché, et ce qui m'a frappé le plus, c'est, je pense que tu vas peut-être confirmer, je sais pas, c'est que quand on se coupe de ce qui est négatif, on va dire des émotions fortes comme la colère, la tristesse, ben on se coupe aussi on n'a plus cette capacité à ressentir de la joie, ou du bonheur, ou du plaisir. Du coup, si on se coupe d'un côté, on se coupe aussi de l'autre automatiquement. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, pas forcément, parce que j'ai vu des gens qui sont coupés de certaines émotions. Tout est possible. Mais c'est vrai que je crois que quand nous sommes coupés de certaines émotions, on est coupé un peu de la vie. Hein. Et on est coupé de toutes les émotions, on a un rôle. Comme je te dis, l'idée c'est qu'elles ne nous guident pas non plus. C'est-à-dire, mais elles ont un rôle important. Donc, pour moi, c'est vital d'être dans cette vivant, même si cette vivant, pour l'instant, vous faites mal, vous faites peur, a besoin de guérison, etc. Et je pense que le pire, c'est de se couper. Mais on peut se couper de plusieurs façons. Hein. Par exemple, avec les médicaments, une bonne partie de la société française prend des antidépresseurs, des calmants, c'est juste impressionnant le pourcentage. Et que le prend pendant des années parfois, sans se poser des questions en fait. Je ne dis pas que ce médicament, à un moment donné, dans un moment de crise et même encore, peut être intéressant, mais pendant un temps prolongé, sont extrêmement négatifs. Et j'ai beaucoup de mal à travailler avec quelqu'un qui est sous antidépresseur, par exemple. Un travail émotionnel, ça se fait. Et je demande à personne d'arrêter. Hein. Ça se fait, mais c'est beaucoup plus laborieux que quelqu'un qui est sobre. Qui se dope pas, qui ne se drogue pas. Et du coup, d'autres formes de drogue, justement, pour fuir nous-mêmes. Parce que je pense que c'est vraiment, moi, ce que j'observe chez moi, de moins en moins, je l'espère, mais en tout cas, je l'ai encore, je l'aurai, je pense, jusqu'à la fin de ma vie, et je le vois autour de moi. En fait, vraiment, nous fuyons nous-mêmes.
et d'autres stratégies de fuir ce que nous ressentons. Donc tu as dit... Écoute, les stratégies sont infinies, si on peut dire. Tu as quelques exemples de ça. Regarder la télé, le shopping, la fête, les drogues bien évidemment, l'alcool, la cigarette, les voyages parfois même, partir dans son imaginaire et la lecture, etc. Et je ne suis pas en train de dire la méditation, et je ne suis pas en train de dire que il faut arrêter de lire, de méditer. Non, non. Lire, c'est vraiment merveilleux. Méditer aussi, voyager aussi, etc. Mais c'est quand ça devient un de mes mécanismes de fuite que c'est juste mettre la conscience en fait. Je sais que pendant des années, la spiritualité, c'était pour moi une espèce de fuite, d'évasion d'une réalité que moi, je n'aimais pas. Et à un moment donné, j'ai mis la conscience dessus. Et je continuais peut-être à faire la même chose, mais en sachant que c'était conscient. C'était conscient. Et là, il y a quelque chose qui change. Et après, je suis sortie de cette spiritualité de fuite. Ok. Et tu as parlé de plein de stratégies. Je pense qu'il y a encore une autre que moi j'adore, c'est manger de bonnes choses, du chocolat, du sucre. Oui, tout ça. La nourriture émotionnelle, je l'appelle. Voilà, exactement. Là, je suis championne de ça, je pense. C'est ma stratégie. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Alors, donc, je parlais, mais il y a quelque chose aussi par rapport aux drogues, tu parlais. Moi, je pense que nous avons perdu un peu non, presque totalement la ritualisation. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se droguent parce qu'ils sont en quête de quelque chose, en fait, de quelque chose de plus profond, de plus qui croient trouver la drogue et certains vont se perdre là-dedans, tu vois. Mais moi, j'entends derrière un besoin de ritualisation, un besoin de sacré, un besoin de chamanisme parfois, et qui est mal interprété et on peut se perdre dans tout ça. Et comment respecter ce besoin sans rentrer dans les addictions, sans se mettre en danger en fait? Ce besoin de sacré, de ritualisation, de profondeur? En fait, la vie, elle est très forte pour ça. Nous avons une quantité des opportunités en fait de ritualiser, même que ce soit déjà le moment du repas, chose que je ne fais pas, mais pour certaines personnes, voilà, j'ai une petite pensée, une certaine ouverture au moment de prendre mon repas, parce que voilà, je remercie la vie qui me soutient de cette façon, etc. Mais il y a le moment de lune, il y a pour les femmes tout un travail à faire avec les règles. On s'est fait avoir un peu pour la société et pour les mêmes femmes aussi, pas seulement pour les hommes. On voit les règles comme une espèce de punition ou de faiblesse justement, et c'est juste une puissance énorme pour les femmes, et on s'est coupé de tout ça, et c'est nécessaire. En tout cas, pour moi, c'est nécessaire de revenir à ritualiser ça aussi, à se connecter à la lune. Les cycles de la femme sont complètement connectés à la lune et ça nous donne une énorme puissance. Une énorme puissance, une énorme clarté en fait sur plein de choses. Moi, depuis que j'ai mis cette conscience dans ma vie, par exemple, je vois la maternité différemment. Par exemple, c'est pour moi, je dis pas que ça doit être pour tout le monde comme ça. Par exemple, moi, sortir, travailler, je travaille énormément, mais chez moi, avec mes enfants à côté. Je m'épanouis de cette façon.
Avant, j'avais besoin de fuir justement cette maternité, cette féminité pour un peu me ressembler en fait à l'univers masculin que c'était la proposition de la société. Hein. Et plus je me suis connectée, ritualisé ma féminité, plus je reviens à ça. Et voilà un exemple, mais il peut avoir c'est la maternité, les lunes, voilà les solstices, les saisons. Il y a énormément de une forme de connexion à son corps et à la terre aussi quelque part. Oui.